Bonjour et bienvenue dans le programme culturel du mois de septembre. Alors, on va parler de pratiquement que de séries, donc 4 séries dont une en cours, je vous rassure tout de suite, et d'un film qui est revu, qui a été revu et revu, mais que personnellement, vous allez comprendre pourquoi je l'adore. Donc on va commencer par la première série et la dernière série que j'ai vue à la fin de l'été, début septembre. J'en ai parlé dans le podcast sur les séries estivales, séries et films estivaux que j'ai vus. Mais quand même, je voulais le pointer pour septembre, parce que c'est une petite série qui ne paye pas de mine, mais qui est vraiment très sympathique. C'est sur Canal+. Ça s'appelle Pourquoi pas Evans. En vérité, en anglais, c'est Why didn't they ask Evan? Donc, pourquoi ils n'ont pas demandé à Evans? Ce qui se traduit en français par coup, pourquoi pas Evans? Qui n'a aucun. On va bien dire que ça n'a pas la même signification. Donc, retenez plutôt le titre anglais. C'est une adaptation d'une nouvelle de Agatha Christie qui date de 1934. Alors, nous sommes au Pays de Galles, avec Bobby Jones et son amie très mondaine Lady Frances, qui, suite à la découverte d'un homme mourant en bas d'une falaise sur le parcours de golf, dans lequel Bobby Jones travaille, Jones et donc Lady Frances vont décider de se muer en détective amateur et de rechercher en fait le petit mystère sur cet homme qui avait une photo d'une très jeune femme, jolie femme dans sa poche, et qui, en rendant son dernier souffle, a dit à Bobby Jones qu'il avait découvert cette fameuse énigmatique question, donc « Why they didn't ask Evans ?» Voilà, pourquoi n'ont-ils pas demandé à Evan? Alors, cette nouvelle d'Agatha Christie, franchement, était adaptée à la perfection. Moi, je l'avais lue quand j'avais, dans mon adolescence, quand je suis passée à la hystérie collective sur Agatha Christie, hein, parce que ça mêle humour, enquête, sentiment, le tout dans les années 30 au Pays de Galles. Donc c'est signé, il faut quand même le signaler, Hugh Laurie, oui, le Dr House, qui d'ailleurs enfile le parfait costume d'un médecin qui est aussi inquiétant qu'engoncé dans ses affaires. On est donc au Pays de Galles, avec Bobby Jones, qui est caddie dans un golf, qui est le fils du pasteur du coin, et qui va retrouver son habit d'enfance, la belle, impétueuse et très libre Lady Frances, au hasard d'une messe du dimanche. Alors, il va aussi, alors qu'il est sur le parcours de golf comme caddie, se retrouver face à un homme au pied d'une falaise qui lui dit cette fameuse phrase et donc qui meurt, plus ou moins. Alors, il le laisse sous la surveillance d'un autre homme, puisque lui il va aller chercher de l'aide, et quelque temps après, avec son amie Frances, ils vont décider de résoudre l'affaire. Alors ils n'ont pas du tout la même position sociale, hein, puisque elle c'est une lady, et lui c'est le fils du pasteur, et ils vont décider de toute façon, malgré tout, malgré des pistes très mal évaluées, des policiers du coin qui quelquefois sont un peu légers, les menaces et autres, chose qui peut habiter et parasiter leur enquête, ils vont se lancer là-dessus. Alors il y a aussi le fait qu'il y a un jeu d'amoureux entre eux qui n'est pas avoué depuis des années, parce que oui, il y a une comédie sentimentale qui s'invite, très joliment d'ailleurs dans l'enquête, parce que ça donne lieu à des passes d'armes, de petites jalousies, on va dire, et de cours assidus de Bobby pour Frances, et vice-versa d'ailleurs, parce que quand il ne dit plus rien, c'est elle qui le relance. Le tout, bien sûr, dans les années 30, avec ce petit charme désuet de belles phrases, de bons mots, de vêtements et de musique. Si vous écoutez en VO, pitié, allez écouter en VO. Enfin, le voir en VO. Alors, Frances, dit Frankie, et c'est la belle aristo, hein, elle est un peu garçon manqué, elle s'amuse de tout, elle est quand même un brin inconsciente quand même, et lui, c'est plutôt le garçon pragmatique, honnête, sérieux, généreux, quelquefois un peu trop raisonnable, et c'est lui qui la freine, et c'est elle qui fonce, ce qui est assez drôlissime, et elle flirte même carrément pour avoir des renseignements, ce qui il énerve l'autre, mais elle s'amuse aussi de leurs différentes de classe jusqu'à le vexer et vice-versa, parce qu'en fait, elle ne comprend pas pourquoi il se vexe quand elle le titille sur son
sur son pédigré de fils de pasteur, et donc lui il la pique en lui disant bah ouais bien sûr quand on est de l'aristocratie on comprend pas le petit peuple, et alors elle ça la vexe parce que en fait elle fait pas de différence. Et on l'apprend par la suite. Alors oui, ça n'a rien de révolutionnaire, on est d'accord, et même certains esprits chagrins vont trouver évidemment de quoi redire et de quoi râler devant ces 4 épisodes, parce qu'il y a des raccourcis un peu faciles, parce que évidemment cette espèce de fil rouge amoureux, on comprend très bien où ça va amener, mais il y a quand même le cabotinage de ces acteurs qui est vraiment parfaitement adapté à la plume et à la nouvelle d'Agatha Christie. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment, c'était largement bien pour le suivre et pour pas s'ennuyer. Et la dernière scène, il faut pas jeter son petit plaisir par la fenêtre. La dernière scène est absolument à l'image de la série, et de toute façon on s'attend à cette scène et on la veut, voilà. Et quand elle arrive on se dit ah voilà, là elle est là, voilà. Oui on fait les midinettes à la fin bien sûr évidemment comme d'habitude, voilà. Donc ça s'appelle en français pourquoi pas Evans sur Canal+, en anglais si vous la chopez sur une autre plateforme, je crois qu'elle est sur BritBox d'ailleurs en anglais, donc elle s'appelle Why Didn't They Ask Evans, qui est beaucoup plus juste, et en plus c'est la vraie, on va dire, orthographe, enfin en tous les cas le vrai titre que Agatha Christie avait décidé, donc voilà, pourquoi changer quand on peut faire pareil que les auteurs. Oh, on a l'habitude, voilà. On va passer donc à la deuxième série. Alors, je dirais que c'est un coup de cœur, mais ça sera peut-être pas un coup de cœur de l'année. Alors, je m'explique, c'est le coup de cœur de septembre, ça sans aucun doute, mais je suis pas sûre sur la longueur, je sais pas ce qui va arriver derrière. Après, j'ai vu qu'il y avait 2-3... Alors, il y a une autre saison, on est bien d'accord, enfin, au début de l'année, vous savez que j'ai vu la 3e saison de Slow Houses. La 4e est en cours, voilà, on va en parler après. Donc on est bien d'accord que si il reste une place, cette série y arrivera, voilà, mais on verra. Pour l'instant, je pense qu'elle devrait rentrer, parce que j'ai pas eu tant de coups de cœur que ça cette année. Ça s'appelle Those About to Die, donc c'est sur Prime Video, c'est la célèbre formule « Ceux qui s'apprêtent à mourir te saluent César », puisque c'était comme ça que les gladiateurs saluaient l'empereur, que ça soit César ou un autre, on s'en fout. Donc on est à Rome, en 79 après Jésus-Christ, évidemment le centre de l'Empire romain, on est d'accord, est la ville la plus riche du monde, où tout le monde, tous les chemins mènent à Rome, on est bien d'accord, donc tout le monde afflue là-dedans, les gens qui veulent faire fortune, les esclaves, les tribuns, ceux qui veulent rentrer dans la Légion, enfin bref, tout le monde y arrive, tous les chemins donc mènent à Rome. La population romaine, de temps en temps, quand elle s'ennuie, elle s'agite un tout petit peu, et donc vous savez l'adage que les empereurs romains faisaient, c'est-à-dire, eh bien, on leur file du pain et des jeux. Ça marche toujours, ce genre de choses, même maintenant. Donc nourriture gratuite et divertissement spectaculaire, sous la forme bien sûr de courses de chars et de combats. Et dans cette espèce de Circus Maximus, on va les foutre dans le Colisée, afin que le peuple puisse être assoiffé de nourriture, enfin en tous les cas gavé de nourriture, et comme ils sont un peu assoiffés de sang, paf, on leur met des gladiateurs, des animaux et des courses de chars, comme ça tout le monde est content. Alors nous on suit plusieurs personnes dans cette série, puisqu'en fait on va des gradins jusqu'au sommet de l'État, et donc plusieurs personnes s'enchevêtrent, en fait les histoires de plusieurs personnes vont s'entremêler dans cette histoire. Il faut dire que c'est tiré d'un livre éponyme, donc Those About to Die, de Daniel P. Mannix, donc si vous voulez plutôt lire le livre que voir la série, faites ce que vous voulez. Alors vraiment, honnêtement, on est quand même visuellement dans le grandiose. Voilà. Même si, bien sûr, on va pouvoir pointer des écueils, parce qu'il y a quand même des effets spéciaux qui se voient un peu, parfois. Oui, on voit qu'il y a un côté fond vert derrière, qui a un côté encore féministe, lutte, hashtag contre le patriarcat,
qui est quelquefois, des fois un peu lourd, surtout 79 après Jésus-Christ, hein, on est bien d'accord sur la question, où les femmes avaient du pouvoir, même si elles étaient mal mariées, machin, enfin bon, il faut quand même juste se rappeler des cours d'histoire que vous aviez à l'époque, et si elles étaient mauvaises, pas correctes vos cours d'histoire, eh ben ça existe, hein, les manuels nouveaux, hein, il faut juste aller se renseigner et pas gueuler tout de suite. Bref, il y a 2-3 grosses ficelles. Quand je dis 2-3, peut-être 4-5. Mais enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. 2-3 grosses ficelles qui, effectivement, peuvent heurter les esprits chagrins, les rageurs, ceux qui pinaillent pour tout. Mais honnêtement, la série prend aux tripes et elle lâche pas. Voilà. Alors, comme je vous disais, ça suit le parcours entrelacé de plusieurs personnages clés, vraiment clés dans cette histoire de pouvoir, de gloire, d'amour, de sexe et d'argent. Oui, c'est amour, gloire et beauté, en fait, en gros, sous la Rome de cette époque-là. Oui, bah oui, à peu près en gros. Voilà. Alors, côté sexe, attention, warning. Ouais, parce qu'il faut le dire, ça fait warning. Euh, la série est interdite au moins de 16 ans. Moi, sur le coup, quand j'ai vu moins de 16 ans, je me suis dit, ah, ça va, c'est pas parce qu'il y a 3 gladiateurs qui vont se faire éventrer, on va se calmer déjà. Parce que je me souviens pas que, par exemple, Gladiator, qui va vous venir à l'esprit hein, tout de suite de Ridley Scott quand vous allez voir la série, hein, on est bien d'accord que vous allez faire le 1, oui, ah bah si, vous allez faire ça, et comme Ben-Hur, enfin Ben-Hur était quand même beaucoup plus soft, hein, voilà, mais même si, quand même Ben-Hur, la scène entre les deux vieux amis, là, ça, ah oui, si, quand même, ils l'ont avoué après que c'était quand même une scène très tendancieuse entre les deux hommes, mais que c'était pas exprimé, on va dire, par des actes sexuels, mais que, ah bah si, on le voit quand même, faut pas être débile, ou alors vous êtes nuls, bon bref, c'est pas grave, mais vous allez penser à Gladiator, vous allez penser à ce genre de choses. Moi, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, moins de 16 ans. C'est étonnant pour une série. Bon, d'accord, ok, il va avoir des tripes à l'air. Oui, non, on est bien d'accord, voilà. Du sang, de la torture. Après, si vous savez pas ce qui se passe au 1er siècle à Rome, dans les Colisées, dans le Colisée ou dans toutes les autres endroits où il y avait des gladiateurs, des courses de chars, des combats, machin, à mort, hein, à mort. Oui, ils rentraient dedans, c'était pas pour faire du tricot, hein. Il y en avait un seul qui sortait, les autres sortaient, l'autre sortait pas. Si quand même, on voit des trucs vachement plus gore et vachement plus sanglants, hein. Je me suis quand même 16 ans, merde, c'est quand même exagéré. Ah bah non, ça, non, c'est pas exagéré du tout. Non, alors je comprends. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Alors, il y en a encore certaines qui, ou certains derrière l'écran qui vont dire, oh, de toute façon, Lisa, pour la choquer, oui. Pour me choquer, il faut vraiment que ça soit excessivement. En fait, il faut que ça soit particulièrement gratuit. Voilà, si c'est alors de la violence, hein, je parle violence comme sexe, hein, on est bien d'accord. Si c'est gratuit, si c'est par exemple du cul pour du cul, uniquement parce qu'ils ont envie, comme ça a été fait pendant des années, autant pour les garçons que pour les filles. Alors plus pour les filles, on est bien d'accord. Mais voilà, il y avait des fois où il y avait un mec qui se baladait à poil ou une fille qui était dénudée dans une scène, franchement qui n'était pas justifiée, on était bien d'accord, on s'est bien douté que c'était le réalisateur ou le producteur ou on ne sait pas qui avait vraiment envie en fait juste de mettre la fille à poil sur le lit, hein. Voilà, c'est comme dans les pubs quand la fille elle est à moitié à poil et elle fait ça pour un dentifrice ou je ne sais pas quoi, qui ne suffit pas qu'elle soit à poil ou à moitié dénudée, on est bien d'accord, hein. Enfin, je sais pas, si vous vous brossez les dents peut-être à poil, hein, vous avez le droit. Enfin bon, les gens par exemple à midi, si vous vous brossez les dents à midi sur votre lieu de travail, vous êtes pas nus, hein. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, on est bien d'accord. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, si, ça justifie. Alors, honnêtement, côté sexe, il y en a pour tous les goûts. Oui, oh bah, tous les goûts, hein. Alors là, vous avez tout ce que vous voulez sur tous les styles et les genres et les sectes et tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, alors il faut quand même se rappeler qu'il y avait beaucoup de lupanards à l'époque. Lupanards, des bordels. Il y avait beaucoup de violence, de sexe, de machin, etc. Il y a des orgies, hein, orgies romaines, rappelez-vous, de vos cours. Donc, en gros, bah, ils ont collé à l'époque.
Et donc les scènes de cul sont légion, romaine ou pas, hein, c'était pour faire le jeu de mots, c'était trop facile ça. Mais honnêtement, il y en a. Voilà. Alors évidemment, tous les épisodes, il y a au moins 2 ou 3 moments où on rentre dans un bordel, où on est avec un des héros qui s'envoie en l'air avec l'autre. L'autre étant de sexe non déterminé, comme vous voulez. Mais particulièrement, c'est vrai qu'ils ont mis moins de 16 ans, je peux comprendre, parce qu'il y a quand même, c'est des scènes assez explicites. Alors ça dure pas 25 minutes, on est bien d'accord, c'est pas un porno, hein, mais on va dire que vous voyez vraiment ce qu'il y a. Voilà. Et vous entendez aussi, parce qu'ils ont mis l'arrière-fond. Donc je peux comprendre que quelqu'un qui est 12-13 ans, alors 16, bon, mais protégeant les gosses. Honnêtement, oui, je peux imaginer que ça peut choquer des gamins. Alors peut-être pas tous, mais peut-être des gamins qui sont plus sensibles. Et aussi le fait que, alors ça fait des années que je prône sur ce truc-là, que ce genre de scène, ça doit être expliqué à des enfants. Parce que s'ils pensent que c'est ça le sexe, ça va poser des problèmes, hein. Voilà, on est bien d'accord que, alors sans prêcher, mais sans faire la débilus et sans faire la fille la fille qui a pas de gosse, mais qui a eu des enfants autour d'elle quand même pendant des années. Oh, j'en ai encore, mais voilà. Des débuts d'ados hein, qui sont venus chercher conseil auprès de la vieille parce qu'ils n'osaient pas auprès de leurs parents. C'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un qui est hors papa, maman. Honnêtement, c'est une vision qu'ils ne doivent pas avoir. Je veux dire, vous êtes ceux qui vont écouter aujourd'hui cette vidéo. Il faut avouer, enfin, je suppose que vous avez tous fait l'amour dans votre vie. Si c'est fait de manière entre deux personnes consentantes, on est bien d'accord, c'est quand même une activité très agréable à faire, on est bien d'accord. Après que vous introduisiez des fantasmes, des envies, des machins, ça c'est votre réputation. Comme disait ma grand-mère, ce qui se passe dans une chambre à coucher ne regarde que la chambre à coucher, les deux personnes qui sont à l'intérieur. Enfin, 2, 3, 4, vous faites ce que vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qui se passe dans une chambre à coucher, ça ne regarde que là. Voilà. Donc s'ils voient ce genre de scène, effectivement, où il faut l'avouer, les orgies, il faut dire qu'il y en avait un qui était quelquefois pas consentant, on est bien d'accord, mais il y en avait un des deux qui était assujetti et particulièrement maltraité quelquefois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que s'ils voient ce genre de scène, ça peut-être les aiguiller sur un mauvais truc. Mais bon, moi ça m'a pas gêné, mais je préfère quand même dire, faites attention, si vous voulez aller le voir, il faut quand même juste regarder le premier épisode, voir le début du deuxième, pour voir si vos gosses peuvent le regarder. Passant ça, nous on est donc avec tous ces personnages. L'empereur romain, qui est joué par Anthony Hopkins, qui prépare sa succession entre ses deux fils. Donc vous avez le soldat, le général, le charismatique, machin, qui a quand même la connerie, enfin ciboulette quand même, de coucher avec la reine de Judée, qui est à la tête donc de toute une communauté juive qui n'est pas du tout les bienvenus à Rome, et d'ailleurs même elle, qui est quand même une genre d'influenceuse politique, enfin qui est quand même la voix, on va dire l'ange noir de ce garçon, est détestée dans son camp. Oui, elle trahit, elle couche avec un Romain, déconnez pas, voilà, vous voyez le truc déjà. Et le deuxième fils, c'est carrément le politicard, un peu retors, assez pervers. Faut dire que quand on le regarde, on n'a pas du tout envie de l'approcher, le gars. Il est choupi, hein, mais il est terrifiant, lui. Hein. Moi, je lui filerais pas ma petite sœur. Mais par contre, il est particulièrement intelligent et il sait très bien manipuler tout le monde, du Sénat. Ah bah si, vas-y. Et autour du Palatin, donc, de cet endroit, gravitent donc bien sûr les gladiateurs, les pilotes de chars, dont un qui est la star du Colisée, qui est à la fois un queutard, un buveur, un osseur, et j'en passe des meilleurs, d'où les scènes au Lupana, hein, on est bien dans lui, vas-y. Vous avez les parieurs, vous avez les hommes d'affaires, les gens qui essayent de s'enrichir, et vous avez les spectateurs. Et puis, sous le Colisée, vous avez ce garçon qu'on va suivre, donc, qui est plus ou moins entre l'empereur et lui, c'est quand même les deux figures, avec la jeune femme dont je vais vous parler après, qui sont vraiment les trois personnages qu'on suit vraiment de plus près, qui s'appellent Tenax,
qui fait partie en fait de cette plèbe romaine, qui a monté une société de paris, en gros, hein, qui parie tout le temps, surtout, tout le temps, machin. Et en fait, il est au centre des paris dans ce Colisée, et il retombe toujours sur ses pattes. Alors, il s'en prend souvent dans la gueule, mais il retombe sur ses pattes. Et en fait, il y a 4 factions, les bleus, les rouges, les blancs et les verts, qui sont des factions de personnes haut placées dans la bonne société et qui ont chacun leur gladiateur, leur char, leur concurrent, leur star pilote, et lui il veut la sienne parce que ça le propulserait dans cette haute société et ça en fait ça lui amènerait beaucoup de trucs. Et donc il va s'associer, menacer, financer, manigancer, etc., y compris avec le fils politicard de l'empereur. Et là, la troisième personne, c'est une mère qui vient de Nubie, donc d'Afrique, qui part à Rome pour récupérer ses enfants parce que suite à une chasse au lion blanc d'ailleurs, son fils est récupéré pour servir de gladiateur et ses filles sont enlevées pour être servantes, esclaves bien sûr, comme servante ou compagne sexuelle. Bref, elle va chercher ses gosses à Rome et elle va croiser ce fameux Ténax. Elle est intelligente, elle est instruite, elle est un peu manipulatrice quand même aussi comme lui, donc elle va s'insinuer sous le Colisée pour essayer de gagner de l'argent pour libérer ses enfants, pour racheter ses enfants. Alors honnêtement, visuellement c'est bluffant, voilà, cette Rome reconstituée. Je vous dis, bon, on voit des trucs, mais ça va, calmez-vous. Les personnages sont attachants, qu'ils soient détestables, intrigants, angoissants ou mignonnés. Tous les personnages sont attachants, c'est ni blanc ni noir, c'est toutes les couleurs du gris, voilà. Moi, j'ai trouvé que la réflexion de l'empereur sur sa succession a été particulièrement bien foutue et en plus est très actuelle. Les sentiments d'être mal aimé sont assez visibles. Il y a l'arrachement à une terre. On parle d'arrachement à un pays, d'arrachement à une terre, d'arrachement à sa culture. Il y a bien sûr la lutte pour sa vie, on est bien d'accord, dans les arènes. C'était un peu le but du jeu. On parle de survie, on parle d'attachement à un idéal. On parle de conditions féminines, on parle de conditions masculines, hein, les garçons n'étaient pas mieux lotis dans les lupanas et dans les orgies, hein, pas déconner non plus, voilà. Et aussi de revanche sur la vie de ce Ténax qui veut monter, mais qui quelquefois monte, mais se casse la gueule, hein. Oui, quand vous êtes au sommet, tout le monde veut que vous montiez, voilà, on est bien d'accord. Alors passer le premier épisode qui est quand même un peu long, dans le sens où il pose tous les personnages, voilà. Et il peut vous paraître mineur au début, en vous disant « Oh, c'est long ». Non, passez le premier épisode, parce que ça pose tous les personnages, ça pose l'histoire, ça pose le pourquoi du comment, et vous comprendrez dans les derniers épisodes pourquoi certains personnages étaient là à ce moment-là du premier épisode, et après ça monte crescendo. Tous les autres épisodes montent crescendo, entre révélation, manipulation, lutte, mort, désastre annoncé parce qu'on le sent venir le gros bordel, et trahison en tout genre à tous les étages. Bref, moi j'ai vu la série en intégrale sur 2 soirs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tellement je voulais en fait voir la suite, je voulais savoir absolument ce qui se passait pour les personnages. C'était à la limite de l'addiction, voilà. Alors quand une série fait ce genre de choses pour moi, c'est vraiment, ça rentre dans les coups de cœur. Donc Those About to Die, c'est vraiment une série qui, si vous aimez Gladiator, si vous aimez ce genre de péplum, ça va vous plaire, voilà. Après, évidemment, c'est une série, hein, donc on se calme sur les effets spéciaux. Pas tout le monde a Pixar ou DreamWorks ou Lucasfilm derrière, même si des fois, dans les séries Disney et de Star Wars, on voit bien les effets spéciaux aussi. Voilà, mais c'est une très bonne série et franchement, honnêtement, moi j'ai passé un très 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 bon moment. Donc écoutez, si ça vous intéresse, allez-y. Alors, on change de série, alors là on change carrément d'époque et on change de pays. On va en Irlande. Yes. Alors, ça s'appelle Bodkin. C'est sur Netflix. Alors, on est avec un podcasteur américain qui vient, en fait,
faire un podcast pour élucider d'anciennes disparitions mystérieuses dans une ville assez pittoresque de l'Irlande. Il est affublé de son assistante de prod et d'une journaliste d'investigation qui vit à Londres, mais qui est irlandaise, mais qui est à Londres, qui suite à un petit problème de papier et on va dire, de divulgation de ses sources, est mis au vert en Irlande par son rédac-chef, le temps que ça se calme. Bon, alors c'est une excellente série, vraiment, très très bonne série. Il faut juste, comme l'autre, dépasser le premier épisode où on a l'impression que tous les personnages sont très caricaturaux. Où c'est binaire, hein, c'est blanc et noir, point à la ligne, c'est très manichéen au début, on se dit oh là. Et en fait justement, ça va nous exploser à la gueule juste après, parce que c'est des véritables petits joyaux. Alors les intrigues sont entremêlées, sont très bien ficelées, même si quelquefois elles sont résolues un tout petit peu plus rapidement. Moi j'aurais aimé vraiment que la série dure un petit peu plus longtemps pour bien lisser certains trucs. Alors on est en Irlande, dans un petit village, très pittoresque de l'Irlande, typique, voilà, l'Irlande profonde, hein, on est bien d'accord. Ce podcasteur américain star a beaucoup de problèmes personnels avec sa femme, avec ses finances, etc. Son assistante de prod, elle veut bien faire, elle traîne un complexe d'infériorité, mais un boulet, voilà. On comprend plus qu'elle a beaucoup de choses à prouver parce qu'elle vient d'un certain grand milieu. Et cette journaliste d'investigation, elle, retourne en Irlande alors qu'elle avait vraiment plus, elle est irlandaise, elle avait vraiment plus du tout envie de mettre les pieds là. Et donc ces trois-là, très très mal assortis, sont pas des pieds nickelés, mais ils sont mal assortis, ils n'ont pas du tout les mêmes tempéraments et ça marche pas. Enfin, en tous les cas, ça pourrait ne pas marcher. Ils vont débarquer pour résoudre un cas qui leur semble d'ailleurs complètement anodin. D'ailleurs, la journaliste n'arrête pas d'appeler son rédacteur, non mais c'est quoi ce bordel? Non mais tu vas pas me laisser enquêter sur ce truc-là, enfin c'est nul quoi. Voilà. Et ils vont être amenés à avoir des réactions en cascade, des réactions en chaîne, parce que ils vont trouver un truc qui va développer autre chose chez les habitants, machin, donc ça va être un peu ouh. Et la série se trouve coincée entre guillemets entre l'émotion, le rire, les délires en tout genre, parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment... voilà, et autres joyeusetés de pub, hein, voilà, on est bien. Alors, le dernier épisode est un peu étonnant, et il détonne beaucoup parmi les autres. Moi, j'espère qu'il y aura une seconde saison, tellement c'est bien réalisé, c'est bien écrit, les personnages sont attachants, chiants, drôles, touchants, à l'ouest, ou pas, voilà. Et tout ça dans une Irlande très pittoresque, très vivante. Je recommande ce pays qui est un très beau pays et les habitants sont géniaux. Et franchement, voilà, il y a des clichés, le fait qu'il se fait attaquer par des hommes cagoulés, machin. Petit putain, ils y sont allés. Voilà, mais voilà, il y en a certains, on les prend pour des pecnos. Mais c'est très drôle. Il y a tous les clichés plus ou moins de l'Irlande qui sont pas des clichés méchants, qui sont des clichés en fait, comme on dirait, on va dans la France profonde, il y a des films comme ça qui vont à la campagne en France, voilà, et qui le hot, il débarque avec ses clichés, alors que c'est faux. Mais voilà, c'est très très bien foutu, ça s'appelle Bodkin. Je vous assure, dépasser le premier épisode qui est un peu bizarre, oui, parce que vous dites, mais c'est quoi ce truc? C'est un ovni, ce machin? Et si, c'est un ovni, mais c'est très drôle, c'est bien foutu, tous les personnages ont, on va dire, une très belle évolution, que ça soit dans le bien ou le mal, mais en tous les cas, ils ont une belle évolution. Franchement, allez voir Bodkin. Et puis, rien que l'affiche, ça vous donne quand même vraiment envie d'y aller. Donc, allez-y. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 séries que je vous recommande, que j'ai vues et que j'ai beaucoup aimées. Et on va parler du film, avant que je vous parle des choses que je suis en train de regarder. Alors, le film, j'ai regardé 2 films au mois de septembre. Je précise pas le film The Investigator de Doug Liman qui est sur Apple Télé avec Matt Damon et Cassie. Oh mon dieu, choupiné à Fleck. Oh ce garçon. Il suffit qu'il ouvre la bouche pour que je m'évanouisse. Parce que c'est un film sympathique, casse pas
Trois pattes à un canard, mais c'est sympa, voilà, si vous voulez aller voir, voilà. Moi, j'ai revu, ah bah ça va pas étonner, ça va étonner personne, un soir de grand vent, j'ai revu Albator Corsair. Oui, oh, ça va. J'ai revu Albator Corsair de l'espace, le film d'animation de Shinji Aramaki, qui date d'une bonne dizaine d'années. Ah, largement, oui. Ah, je dirais même 12. Donc, on est en 2977, c'est précis, déconnez pas. On est donc avec Karl Bator, le capitaine de vaisseau de l'Arcadia, qui est toujours condamné à mort, mais toujours insaisissable, et qui va être en fait rejoint par Yama. Alors si vous connaissez pas du tout l'univers de Matsumoto, vous allez nager, hein. Enfin vous n'allez pas comprendre qui est Yama. En fait c'est un jeune homme qui est envoyé à la base pour assassiner Albator, donc qui est infiltré dans l'Arcadia, mais qui va se rendre compte en fait que les gens qui l'ont envoyé l'ont manipulé et que ce qu'on lui a dit sur le capitaine Corsair, c'est pas forcément vrai. Donc il va se mettre du côté d'Albator. Donc ça c'est dans les mangas, donc là il est plus ou moins déjà à deux doigts d'y aller, enfin on le voit pourquoi, et d'ailleurs on voit pourquoi il y va, donc il y a aussi un truc avec son frère, enfin pas c'est bien foutu. Et donc là Albator en fait a décidé de rentrer en guerre contre la coalition de Gaïa pour défendre sa planète d'origine, donc notre planète d'origine, la Terre, parce qu'en fait lui il pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Et alors moi je suis de la génération Albator, voilà, de la région de celle de Casimir, Goldorak, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, si vous voulez Capitaine Flamme et Candy, même si moi Candy c'était pas ma cam, mais vous voyez ce que je regardais, donc moi je suis vraiment de la génération Albator. Petite je voulais être pirate de l'espace. Ah bah si, il faut quand même le dire. Dès qu'Albator est arrivé sur les écrans, fin des années 70, début 80, moi je voulais être pirate de l'espace aussi. Uniquement, peut-être sûrement plus pour me lever contre Albator que pour me retrouver contre les Sylphides. Mais on est bien d'accord, voilà. Non mais voilà, je le trouvais fort beau. Inutile de vous dire que à l'époque, je pense hein, que mes parents ont dû être très très angoissés quand ils ont vu mes goûts en matière de mec. Quand j'ai clamé que je trouvais Albator beau, ils se sont dit, ouais, enfin, quand même, c'est un rebelle, il est borgne, il a une cicatrice sur la truc, il met sa copine à la cale. Si, quand même, si, quand même. Voilà, donc en fait, en gros, un grand brun assez rebelle, mais pas du tout fréquentable. Donc je pense que mes parents ont commencé à, comment dire, auto-ventiler, ils se sont dit, oh mon Dieu, mais ça va pas le faire, ça va être un gros problème avec elle. Mais honnêtement, en regardant le film d'animation, ben, Albator est toujours le mec le plus sexy du monde. Arrêtez de m'emmerder avec ça. Voilà. Alors Yama m'a beaucoup plu dans les mangas quand j'ai commencé à regarder machin. Yama me plaisait beaucoup. Enfin, après ils sont assez similaires d'ailleurs. Bon, bref, je peux pas vous raconter la fin, mais ils sont assez similaires parce qu'on voit Albator jeune avant le cache-œil, etc. Donc oui, Albator jeune, c'est tout à fait ma cam. À part que je préfère les grands blonds, mais c'est quand même ma cam. Donc, je vous assure que quand je suis retombée dessus, j'ai dit allez, vas-y, fonce comme une maboule sur l'animation, ça va te faire du bien. Voilà, alors côté animation, dessin, réalisation, tout est sublime. Voilà. Alors c'est pas de la 4D, de la 300D, machin que ça, mais c'est un film d'animation, je rappelle, il a plus de 10 ans quand même. Tout est sublime. Alors, on suit bien sûr le capitaine Albator sur l'Arcadia. Moi, je veux embarquer immédiatement sur ce putain de vaisseau. Qui veut sauver le monde, les humains exilés de la Terre. En fait, en gros, pour sauvegarder le pouvoir. Enfin, la Terre qui est sauvegardée, qui n'est plus habitée pour la sauvegarder par le pouvoir central, ce que Albator dénonce. Alors, je sais pas. Honnêtement, quel âge il a, hein, parce qu'on n'est pas du tout au courant de l'âge qu'il peut avoir, mais il est toujours en lutte, il se tient droit dans ses bottes, le gars, dans toutes les batailles qu'il mène, il est là, bon, sublime, on est bien d'accord, mais loyal, fidèle à ses idées et à son meilleur ami, qui n'est plus, mais qui est là, il est protecteur de ce qu'il peut et des gens de son vaisseau, mais il y a quand même ce côté assez inquiétant chez Albator, parce que quand on est petit, peut-être qu'on le perçoit pas, mais en grandissant, on le voit quand même. C'est pas, il a des
il a une droiture, mais il fait quand même des choses qui sont des fois un peu répréhensibles, donc il a quand même, il est pas lisse, hein, le gars, c'est sûr. Alors Leiji Matsumoto, c'est Dieu. Ah bah si, c'est un mangaka. Franchement, non, c'est Dieu en matière de dessin, enfin de manga, parce que en fait son œuvre repose tout simplement sur ces mondes, ces affrontements, et il a quand même ce côté très pessimiste de l'avenir de la Terre, de l'avenir des humains. Parce que, bah, en fait, en gros, on est des gros cons, hein, d'avoir pillé la planète partout, de l'avoir massacrée, etc. Et on est bon qu'à s'entretuer pour du pouvoir, de trois merdes. Euh, mais il a un style, voilà, il a une direction artistique qui est magnifique, et tout ce qui a été décliné, alors toujours avec l'accord, bon, il est mort il n'y a pas très longtemps, mais tout était fait, tout ce que vous pouvez trouver qui a été fait avant sa mort, que ça soit les derniers mangas, les univers étendus, que ça soit des dessins. Il y a eu un très très beau, une très très belle BD sur... voilà, vraiment il y a des très très belles choses, un peu dans la façon qu'ils ont eu de faire la BD de Goldorak, enfin d'Actarus et Goldorak il y a 2-3 ans, alors avec l'accord du chef et du créateur de Goldorak, qui imaginait Goldorak après les épisodes que nous on avait vus, c'est-à-dire 10 ou 20 ans après. Il y a eu des choses un peu comme ça. Matsumoto faisait très très attention à son univers. Il a adoubé un autre dessinateur et un autre scénariste, entre guillemets, avant sa mort, pour pouvoir, s'il voulait, faire autre chose, hein. Donc honnêtement, visuellement c'est magnifique. Il y a une seule chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est de récupérer votre âme d'enfant. Enfin, moi perso, je ne l'ai jamais perdue. Parce que il faut le voir avec vos yeux, alors de grand, parce qu'il y a des messages qui sont distillés sur l'écologie, la planète, les relations humaines, etc., que quand vous êtes adulte, vous voyez beaucoup mieux, enfant, vous voyez mais moins, mais c'est un monde incroyable. C'est un univers sublimissime, c'est un univers qui est en lutte, qui parle de lutte et de sentiments. Moi, j'ai toujours décelé ça dans Albator, et franchement, ce film-là est visuellement magnifique, quoi. Voilà. Donc, si vous aimez Albator, ou que vous avez un peu aimé Albator à l'époque, mais que vous ne connaissez pas trop, allez voir Albator Corsaire de l'espace. C'est un film d'animation. Je sais plus sur quoi je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu sur un truc de MyCanal, mais je sais pas où. Voilà, donc allez-y, vous tapez machin, il y a bien une plateforme qui vous le mettra. Franchement, c'est vraiment un très 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 bon film d'animation. Voilà. Alors on va passer par les séries en cours avant de se quitter. Je ne vous parle pas et je vous renvoie à mon podcast de septembre, qui va sortir donc je sais pas quand, mais peut-être qu'il est déjà... Non, non, il a pas dû sortir déjà. Attendez, je vais vous dire, parce que j'ai les dates sous les yeux, donc tant qu'à faire, autant que je vous donne la bonne date, hein. Mes pauvres amis, vous n'êtes pas... bah non, il sort le 30, oui, mais que tu es bête. Il sort le 30, puisque c'est pas un mardi. Euh, mais il sort le 30 septembre, parce que généralement c'est tous les mardis, hein, mes podcasts. Mais là, bon, bah, il n'y avait pas mardi machin, c'était un peu bête, donc je l'ai mis là. Euh, donc il sort le 30 septembre, donc il y aura tout ce que j'ai vu au mois de septembre, y compris donc des séries que je ne pointe pas ici, puisque en fait, bah, c'est des séries qui sont très sympathiques, que j'ai bien aimées, mais voilà, voilà, bien aimé, mais sans plus. Voilà. Alors, en cours actuellement, et alors là, on touche le haut du panier pour une. Je suis en train de regarder 3 séries qui ont commencé. Donc, le premier, ça s'appelle Bad Monkey. C'est sur Apple Télé, je crois. C'est avec Vince Vaughn, sympathique. L'autre, c'est la 4e saison de Only Murders in a Building, donc c'est sur Disney+. Vous savez, c'est ces trois podcasteurs, là, les trois pieds nickelés, là, l'ancien gloire de séries télé, enfin, le metteur en scène de Broadway qui a jamais eu de hit, et la fille Mabel qui est à la fois tout et rien, on va dire. Voilà, les épisodes se passent bien.
Alors, à moins qu'il y ait un super rebondissement avant la fin, pour l'instant, c'est beaucoup moins bien que les 3 premières saisons. C'est-à-dire que c'est répétitif, c'est-à-dire que maintenant on sait, il y a un meurtre, ils enquêtent, il y a des trucs qui se passent et tout. Voilà, alors peut-être qu'il y a une certaine lassitude, je sais pas, on verra, parce que là pour l'instant j'en ai vu que 4. Oui, au moment où je tourne, il y en a 4, j'en ai vu que 4, parce que ça sort les mardis, je crois. Oui, les mardis, et je n'ai pas vu le dernier, donc voilà, j'attends généralement qu'il y en ait 2 pour les voir les 2 à la suite. Donc voilà, j'en ai vu que 4 pour l'instant, écoutez, je peux pas vous en dire plus. Et bien sûr, alors là j'ai sauté carrément à pieds joints. Ça c'est tous les mercredis, ça je dans le poker, on est bien d'accord. Slow Horses, saison 4, sachant que ils ont annoncé la saison 5 qui était déjà tournée, visiblement, ou en tous les cas pas loin, d'être en post-prod. Et donc ça va atterrir juste après, donc ça c'est sur Apple Télé. On est toujours avec nos bras cassés là, d'une sous-direction, enfin d'abrutis les veaux là, du MI5 avec toujours notre Jackson Lamb qui est joué excellemment bien par Gary Oldman, crade à mort mais retors et très intelligent à souhait. Dès le premier épisode, ah bah il vous propulse dans les cordes encore, et là je les ai tous vus jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à hier en fait, donc celui de aujourd'hui je ne l'ai pas vu, puisque vous voyez ça le 25 septembre, et donc j'enregistre ça le mardi soir, donc forcément je n'ai pas vu celui d'aujourd'hui. J'adore. Alors là, évidemment, c'est déjà dans les coups de cœur du début de l'année pour la 3, la 4 elle va y aller, hein. Oh là là, mon Dieu, mais c'est... Tout est bon dans cette série, c'est carrément incroyable mais vrai quoi. Voilà. Donc c'est très très agréable. C'était donc le programme culturel du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des séries, celle-là déjà, que vous avez vues, sûrement, ou que vous allez voir, parce que je vous ai donné envie, ou alors des séries que je vous ai conseillées précédemment, et que vous êtes finalement, vous êtes dit, ah ouais, c'était pas mal, ou non, t'as des goûts de chiottes, hein, Lisa, c'est bien, on est d'accord. Si vous êtes fan d'Albator, vous avez le droit de le dire dans les commentaires. Ah ouais, il y en a qui vont soupirer sur Albator, voilà. Dites-moi si vous êtes Team Albator ou Team Actarus ou Capitaine Flamme. Quel était celui des 3? Si vous êtes de cette génération-là, on est bien d'accord, les plus jeunes ne captent rien de ce que je raconte. Mais les vieux, comme dirait Sonia Seller, les jeunes vieux, si vous étiez de la génération Albator, Capitaine Flamme et Goldorak, enfin Actarus, parce qu'en vérité Goldorak c'est le repos, on est bien d'accord. Vous étiez... Lequel des garçons vous plaisait le plus? Alors, vous avez compris quel était le mien. Ça c'est fait. Voilà. Allez, ciao. Au mois prochain pour le programme culturel. Prochaine vidéo, c'est donc la pile à lire d'octobre. Qui me plaît beaucoup, qui m'attire beaucoup. Enfin, tu m'étonnes, c'est toi qui choisis les livres, abruti. Bon, bref. Allez, bisous, bisous. Ciao. À la semaine prochaine.